Maintenant, quelques minutes pour parler de deux événements majeurs qui viennent de se produire en fait sur la scène internationale. D'abord, des manœuvres militaires de la Chine continentale sans précédent. La Chine qui a carrément encerclé l'île de Taïwan. Ne manquait juste que l'attaque finalement, ce qui aurait été d'une gravité exceptionnelle sur la scène internationale. On y vient dans un moment. L'autre affaire, ce sont des fuites d'informations majeures au Pentagone, c'est le ministère américain de la Défense. Allons trouver notre expert en questions militaires, Simon Leduc, en direct avec nous. Bonsoir Simon, merci d'être là. Bon, Simon, les Américains reconnaissent que c'est très dommageable, c'est très sérieux, ces fuites-là. Simon, qui surveille tout ce qui se passe dans le domaine, tout ce qui s'écrit, qu'est-ce qu'on sait sur la nature des informations, en principe secrètes, qui ont fait l'objet de ces fuites-là, Simon? Donc, moi, très rapidement, c'est apparu sur mon radar. Et donc, vendredi, les documents en question, c'est comme des notes de briefing quand on fait une présentation à l'état-major. Et c'est des notes de briefing à très haut niveau avec des termes extrêmement, des termes propres aux militaires. On aime ça utiliser des acronymes dans l'armée. Et J1, J2, J4, J3, tout est là. Et donc, c'est un document qui était clairement émergent de la défense et qui abordait différents éléments, des choses qui qu'on se doutait, là, les difficultés de la défense antiaérienne, la présence de forces spéciales sur le terrain, le positionnement en tant que tel des différentes unités, comme par exemple les 4 Léopard 2 canadiens vont être dans la 33e brigade ukrainienne. Fait que des détails qui étaient présents. Et donc, la météo, l'effet des glaces, l'effet de la boue. Donc, tous ces éléments-là qui venaient à être qualifiés de manière très précise. Et le document en question, le litige principal, c'est sur les pertes. Et donc, le document n'a pas vraiment varié au courant de la fin de semaine, mais sauf sur cet élément-là. Quelles sont les pertes qui ont varié? Là, il y a plusieurs variantes de documents qui sont apparus avec des niveaux de pertes qui varient. Et c'est du côté russe, le document initial, les gens disaient il y a plus de pertes ukrainiennes. Du côté ukrainien, ils disaient il y a plus de pertes russes. Le document en question vient à déterminer un facteur très précis. Parce que quand on parle de pertes, c'est un terme qui est extrêmement vague, qui comporte plusieurs éléments. Alors que le document va très précis le nombre de KIA, Killed in Action. Donc ça, c'est des personnes qui sont objectivement mortes. Okay. Quand tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mort. Donc là, tu embarques dans cette lignée-là. Ce qui n'est pas conclu, c'est les blessures. Encore les Wounded in Action. Donc ça, normalement, fait que Socrate a perdu un bras, perdu un trou quelque part, mais est encore en vie. Et l'autre élément, c'est les Missing in Action. Et donc, ça, où est-ce qu'il est Socrate? Il est peut-être en train de prendre une bière sur la plage. Ou il s'est sauvé. Il était dans le fond d'un ditch. Oui, exactement. Et sinon, de l'information sur l'Ukraine, évidemment, les Russes, mais là, ça a circulé, là, parce que c'était sur des sites d'information. Là, moi, je voyais l'état-major américain dire, ils ne savent pas d'où ça vient, ils font tout pour le savoir, ils ne savent pas l'étendue des informations qui ont pu faire l'objet d'une fuite comme ça. Au plan, la valeur stratégique de ça. Mettons-nous dans les souliers des Russes en ce moment. Là, ils apprennent ça. Peut-être que ça vient d'eux, on ne le sait pas encore. En tout cas, ils en ont pris connaissance, assurément. Quelle est la valeur des informations qui ont fait l'objet de fuite jusqu'à maintenant? Je ne crois pas que ça vient toucher précisément les Russes. C'est-à-dire, les Russes, ces informations-là, l'effet de la boue, l'effet des systèmes de défense antiaérienne, etc., ils ont déjà leurs appréciations. Ce que ça vient toucher, c'est tout le narratif occidental que l'Ukraine est en train de gagner. Parce que le taux de perte qui est présent n'est pas celui qui est représenté fréquemment à l'intérieur des médias. J'ai été très surpris par les chiffres. Et même moi, donc, quand j'analyse des choses, je prends une perspective ukrainienne, je prends une perspective russe, puis j'essaie de me mettre dans le milieu. Et là, même d'une perspective russe, ça serait vraiment, vraiment, vraiment très, très, très positif, les premiers chiffres que j'ai vus. En faveur de la Russie. En faveur de la Russie. Complètement. Au détriment de l'Ukraine. Donc, l'Ukraine n'est pas en si bonne posture que certains peuvent le penser. C'est ce que ça tend à démontrer. Juste, par exemple, le nombre de véhicules détruits. J'avais estimé que c'était en milliers. Et dans le document, c'est en centaines. Donc, c'est une grosse différence. Et donc, ça viendra dire que, par exemple, les sites où est-ce qu'on voit des véhicules détruits, c'est possible que ça soit des opérations d'information, puis qu'on vienne à rajouter. Fait qu'on a un char
la traque est démolie. Et là, après, ben, on met des grenades dedans. Fait que ça vient, on fait 1, 2, 3, 4, 5 images qu'on publie sur les sites. Et donc, ça vient faire une multiplication de pain, de destruction de véhicules. Fait que, là, pour moi, j'arrive et je regarde, est-ce que c'est possible qu'on a été victime, comme par exemple le TB2, on en avait parlé au début de la guerre. Le TB2 a été actif une journée. On a vu les vidéos pendant un mois de temps. Donc, ça donnait l'impression que pendant un mois de temps, il y avait de la destruction qui était faite par les TB2. On sait maintenant objectivement qu'ils ont été effectifs juste une journée. Et est-ce que c'est le même genre d'opération d'information? Et donc, je crois que ce qui est le plus touché, c'est ce narratif de guerre de l'information. Et là, ça l'amène des points. Là. Donc, ça sera à voir. Là, puis, évidemment, ça pose des questions sur la volonté des Ukrainiens de lancer une contre-offensive éventuellement. On verra pour la suite. Est-ce qu'ils ont la possibilité? Exact. Et donc, c'est vraiment, est-ce qu'on les pousse pour qu'ils fassent une frappe et une offensive? Là, je voyais le tout pour le tout, high risk, high reward, ce type d'éléments-là, mais est-ce qu'ils ont réellement la possibilité ou c'est nous, comme genre, pour tenir notre narratif occidental, que les choses vont bien pour les Ukrainiens? Et là, c'est là que j'ai un gros point d'interrogation. Encore une fois, il faut mettre les choses bien au clair. C'est pas le document pourrait être falsifié, il pourrait avoir plein de choses, mais c'est vraiment sur ce détail-là, sur les pertes. C'est vraiment ça qui renvoie une image qui n'est pas celle qui est miroitée à Washington. C'est ça à surveiller au cours des prochaines semaines. Maintenant, Simon, parlons de ce qui s'est passé en fin de semaine du côté de Taïwan. Donc, les jeux de guerre des Chinois qui ont fait des manœuvres d'une intensité rarement vue. Ils ont carrément, au plan naval, encerclé l'île de Taïwan. Il y avait même des manœuvres, ils ont simulé l'envoi d'avions de chasse, de leurs porte-avions. Il manquait juste le bombardement de cibles stratégiques du côté de Taïwan. Simon, avais-tu déjà vu la Chine sur un pied de guerre aussi avancé jusqu'à maintenant? Non, définitivement pas. Et la Chine développe une force navale continuellement et de manière exponentielle, avec beaucoup de capacités. Là, c'était le porte-avions type 002 qui était en tant que tel à l'est de Taïwan et des centaines de sorties aériennes par jour, sans compter les sorties aériennes. Les sorties aériennes en tant que tel du continent sont fréquentes. Mais les sorties aériennes du porte-avions de manière simultanée avec des missiles, des choses comme ça, c'était du jamais vu. Aussi, ce qui est jamais vu, juste un peu au nord, la Corée du Nord, ça fait 5 jours qu'ils ont coupé la ligne de communication avec la Corée du Sud. Donc, il y a des exercices militaires qui se font par la Corée du Sud et les Américains, et les Nord-Coréens, aujourd'hui, mentionnaient se préparer à une utilisation offensive de leur arme nucléaire. Donc, il y a dans cette région-là définitivement une augmentation de tension qui est très significative. Avant de se laisser, Simon, tout était en place éventuellement. Si jamais la Chine, par malheur pour l'humanité, décidait d'aller de l'avant, c'est un peu comme ça qu'il pourrait procéder. Là. Il changerait vraiment de plan d'attaque, mais ce sont les moyens nécessaires pour une attaque. Est-ce que Taïwan, qui est quand même soutenu par les États-Unis plus que jamais au plan politique, est-ce qu'il sera en mesure de résister autant soit peu là, à une attaque et à des frappes chinoises? Donc, juste avant de passer en ondes, je vais revoir le positionnement des porte-avions américains. Donc, on a le Nimitz qui se trouve dans les mers de Philippines et on a le Ronald Reagan qui est au Japon. Donc, advenant le cas où est-ce que les Chinois viendraient, ce serait essentiellement une guerre navale, viendraient à faire un blocus, à ce moment-là, il y aurait deux options. Les porte-avions ne sont jamais seuls. Les porte-avions viennent dans un groupe le porte-avions et le vaisseau-mère, dans lequel après il va y avoir plein de frégates qui vont être aux alentours des sous-marins, etc. Donc, tout plein d'outils qui sont présents. C'est la même chose pour les Chinois. Les Chinois sont construits entre 3 et 4, là, je n'ai pas réussi à valider pour le 4e, entre 3 et 4 porte-avions. Fait qu'ils ont un éventail, une force de frappe qui ont réussi à constituer, soyons clairs, dans les derniers 10 ans. Donc, c'est des porte-avions qui sont modernes, des avions qui sont modernes, et les Chinois ont une capacité militaire qui est significative. Mais l'invasion de Taïwan, on voit toutes les difficultés juste en Ukraine sans, ils ont juste à traverser la frontière, et c'est difficile avec la terre, tandis que là, on ajoute un facteur qui est toute la traversée maritime, qui a plein d'impondérables à l'intérieur de ça, mais c'est clair qu'il y a énormément de tensions présentement entre les Américains et les Chinois. La poudrière là, qui se développe de plus en plus. Simon, merci encore une fois d'avoir été avec nous au bilan. Les nouvelles du facteur